décédé récemment. Le premier, c'est Jean-Jacques Bancal, qui n'est pas là, mais qui va venir, qui, depuis que je suis arrivé ici, fils du pays, fils de Saint-Louis, non seulement est un excellent agent de tourisme, incontestablement, il est la présidence, l'agence, lorsque je suis là, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde ici, qui m'a toujours indiqué des noms, de façon très, très modeste, et puis qui m'a toujours, alors que visiblement j'étais pas de son univers, puisque je suis universitaire, qui s'est toujours visiblement intéressé, passionné pour ce que je faisais. Donc je voudrais le saluer lui et sa femme aussi, Muriel. Et puis l'autre personne, c'est Matiki Wad, qui certains le connaissent, bien sûr pas tous, ici, qui était un personnage que j'ai rencontré il y a 10 ans. Je vous dirai pourquoi je l'ai rencontré, comment, mais c'est quelqu'un qui était décédé il y a 6 mois, je crois, avant l'été, au mois de mai, je crois. Il avait plus de 80 ans, c'était un bel âge, mais enfin bon, la dernière fois que je l'ai vu, il était en pleine forme. Et donc, c'était une figure de Saint-Louis tout à fait étonnante, et j'en parlerai tout à l'heure parce qu'à lui seul, il synthétise beaucoup de choses de cette ville. Donc je voulais lui rendre hommage en cette circonstance. Voilà. Autrement, je vais maintenant vous expliquer un peu, enfin, je vais essayer, je ne vais pas vous raconter le livre, je ne vais pas vous faire un cours sur Saint-Louis, parce que je suppose que beaucoup de gens savent. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il se trouve que, il y a maintenant, oui, en 2003, je suis venu ici et pour faire une conférence à la fois à Dakar et à Saint-Louis, sur mon livre que j'avais fait à l'époque, Frères et sujets. Et puis, en restant un peu là, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser aux mourides. Parce qu'autour de moi, on m'en parle beaucoup. Et puis j'avais lu des choses, parce que sur les mourides, il a été écrit plein de choses. Mais je voulais savoir du mouridisme ce qu'il en était dans le contexte de Ouad, dans le contexte du Sopi. C'est ça qui m'intéressait. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, là, je vais trouver un nouveau terrain en Côte d'Ivoire. J'avais pris un peu de l'âge, mais je me suis dit, bon, allez, on se relance. Et donc, j'arrive, je commence un peu à m'intéresser, et puis je vais à Saint-Louis, le 5 septembre, au Doraka. Et c'est en assistant, je crois que c'était en 2003, non, c'était en 2004, oui, au Doraka, que je suis absolument, il y a quelque chose qui me frappe, j'ai un choc, pour ainsi dire, je vois Place Faidherbe, deux immenses portraits, Cheikh Amadou Bamba et Cheikh Ibrahim. Place Faidherbe, deux immenses portraits, la place Faidherbe est recouverte de la présence mouride, et puis en assistant bien sûr à la semaine entière qui se déroule ici, le monde qu'il y avait à l'époque, il y en a un peu moins maintenant, je crois, mais il y en avait beaucoup plus il y a 10 ans. Et je suis absolument surpris de tout cela. En plus de ça, il y a de l'animosité dans l'air. On me raconte que lors d'un précédent Magal à Saint-Louis, on appelait ça un Magal, il y avait eu des tentatives de la part de certains de déboulonner la place Faidherbe, la statue de Faidherbe. Très intéressant. Pas très intéressant pour moi, bien sûr pour les Saint-Louisiens, Bontin, pas contents, évidemment. Et puis j'assiste à une cérémonie étrange pendant cette fête, c'est qu'à un moment donné, on va débaptiser une rue pour la rebaptiser d'un nom d'un grand mouride. Donc j'assiste à ça. Donc il se passe quelque chose là, dans cette ville. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Saint-Louis. C'est-à-dire c'est en rentrant par la porte, si je puis dire, de Mouride. Et donc les deux rakas ont été pour moi une espèce d'événement primitif. Je connaissais la ville, j'y étais allé autrefois. La première fois que je suis venu à Saint-Louis, c'était en 75. Vous voyez, c'est remonté à loin. À l'époque, j'étais en touriste presque. Bon,
donc là, je m'intéresse à Saint-Louis, et puis à un moment donné, je me dis, bah tiens, je vais peut-être faire un livre, enfin un livre en tout cas, quelque chose sur cette ville. Et donc, de fil en aiguille, bien sûr, d'abord, je découvre qu'il y a d'autres gens avant moi qui ont écrit sur Saint-Louis. Je ne suis pas le premier, évidemment, il y en a plein d'autres. Je rencontre M. Haïdara, par exemple, qui à l'époque était le conservatoire de l'IFAN, ici, hein, qui a écrit un livre sur Saint-Louis. Je découvre le livre de M. Brigaud, et Madame... le père Vaste. C'est le père Vaste. Voilà. Je découvre le livre de Jean-Pierre Biondi sur Saint-Louis. Je découvre aussi celui de Bonnardel, Fernande. Donc il y a de la littérature. Hein. Et puis après Sangaré. Puis il y a des articles aussi. Donc je fouille, je fais mon travail, si vous voulez. Donc je fouille un peu. Donc bien sûr, je ne débarque pas sur rien du tout sur Saint-Louis. Il y a plein de choses. Et visiblement, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, dans pas mal de livres, on sent une espèce de fibre de passion, même pour la ville. Puis il y a les romans aussi. Il y a des images, il y a des aquarelles, il y a toute une série de reproductions. Hein, Puis il y a des films aussi qui tournés à Saint-Louis. Puis j'ai de la chance, je suis à la résidence. Alors, bien sûr, il y a Coup de torchon, il y a des Caprices d'un fleuve. Saint-Louis a été, bien sûr, le théâtre de toute une série de films. Donc, la fiction est là aussi, hein, l'imaginaire est là, est présent. Donc, je trouve ça intéressant. Donc je me penche sur cette ville en lisant, en interrogeant, mais en lisant beaucoup de choses. Et après, je me suis livré donc à l'écriture de ce livre. Alors, la première chose qui m'est venue en écrivant sur ce livre, c'était que, vous savez, un grand historien en France, Pierre Nora, a écrit une somme colossale, enfin, a fait écrire, il a dirigé les lieux de mémoire. Les lieux de mémoire. C'est une somme considérable sur les lieux de mémoire hexagonaux en France. Or, il me semble que s'il y avait un lieu de mémoire qui aurait dû être intégré dans cette somme, c'est Saint-Louis. Puisque Saint-Louis, pendant 3 siècles, était français. Et qu'il est d'autant plus un lieu de mémoire au pluriel qu'il fait la jonction entre 2 empires. C'est-à-dire que Saint-Louis est présent depuis le XVIIe siècle avec la traite négrière, la traite de la gobe, etc. Et donc, il participe à ce grand commerce atlantique qui a lieu, qui se déroule pendant presque 2 siècles. Et puis Saint-Louis, c'est aussi ce par quoi est rentrée la colonisation française de l'Afrique. C'est-à-dire que ça a été le point d'appui à partir duquel les colonisateurs français ont entrepris non seulement la conquête du Sénégal, mais ont entrepris le reste. L'Afrique occidentale française, etc. Et bien sûr, le personnage qui incarne ça, c'est Faidherbe. Donc, on a là une histoire de 3 siècles où c'est la monarchie d'un côté, la République de l'autre, qui est présente. Et puis, si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que tous les grands événements de la France depuis cette époque martèlent l'histoire de Saint-Louis. Et donc, je me dis quand même, on aurait pu mettre cette ville dans ces lieux de mémoire. On aurait pu en faire quelque chose d'absent. Donc, c'est au nom un peu de ça, en disant qu'il faut faire de Saint-Louis un lieu de mémoire au pluriel, qui appartient d'abord à la France, mais bien sûr ensuite c'est aux Sénégalais, évidemment, que ce lieu appartient, qu'il faut prendre à son compte cette mémoire. Alors, Giambeau, pour vous situer mon entreprise, c'était que ce qui m'a frappé, c'est que cette ville, depuis 3 siècles et demi, donc quand je dis 3 siècles, c'est 1960, date de l'indépendance, et depuis lors, il y a
une autre histoire. Au tournant du début du 19e siècle, c'est-à-dire la Révolution, l'Empire. Et là, c'est l'histoire bien sûr de la traite négrière. Et étrangement, on parle moins de la traite négrière, des traites négrières à Saint-Louis qu'on en parle à Gorée. Or, il me semble, d'après ce que je crois, d'après ce que j'ai lu, que c'était quand même un des lieux plus importants de la traite que Gorée. Quand les touristes viennent à Gorée, bien sûr, on leur offre le spectacle comment dirais-je, des esclaves. Là, voilà, c'est ça. Et puis il y a un gardien absolument épatant qui raconte, etc. Mais Saint-Louis, personne ne songe à dire il faut aller aussi à Saint-Louis pour aller voir les captiveries. Il y en a une là, cachée derrière. Là. Et donc Saint-Louis a été un lieu de la traite. Mais pas seulement de la traite négrière. C'est ça qui fait aussi la diversité de Saint-Louis, c'est qu'on a traité de plein d'autres produits tropicaux, des peaux, les plumes d'Autriche, de l'ivoire, de l'or, etc. Et puis bien sûr, ça a été la grande traite de la gomme, qui a été vraiment la grande affaire de Saint-Louis, la remontée du fleuve, les morts, etc., avec les royaumes morts avec lesquels on traitait. Donc il y avait une grande diversification de Saint-Louis, donc une économie très importante, qui a duré plus d'un siècle et demi, une économie forte. Et alors, ce qui est intéressant dans cette affaire pendant ce siècle et demi, et c'est ça qui m'a frappé aussi, c'est que, il y avait bien sûr la Compagnie des Indes, donc des Français qui arrivaient, qui traitaient, qui étaient installés, il y avait un résident. Mais très vite, il y a eu une population locale qui a pris en charge ce commerce. Autrement dit, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il y a eu tournée vers l'extérieur, vers l'Atlantique. Ça, c'est des bateaux. Mais il y a eu une intériorité à Saint-Louis. Ce que j'ai appelé, moi, la cité créole. Puisqu'en effet, ce sont des métissages qui ont fait que des personnalités, des personnages, y compris des femmes, des cigares, comme on les appelle, sont devenus des maîtresses femmes, des patrons, et qui ont fait le commerce, défendant leurs intérêts propres. Ils étaient en rapport, bien sûr, avec les Français de métropole, mais eux, ils étaient là, ils ne bougeaient pas, ils étaient du cru. Et il s'est fabriqué pendant toute cette période d'un siècle et demi, cette cité créole, tout à fait originale, et avec un double pouvoir, puisqu'il y avait d'un côté le pouvoir, en effet, du résident de la compagnie, puis du gouverneur ensuite, mais il y avait la réalité des familles créoles très puissantes, au point qu'il y a eu très tôt un maire ici. Il y a eu un maire au XVIIIe siècle. Donc qui représentait les intérêts. Donc ça, j'ai trouvé ça passionnant aussi. Et d'ailleurs, j'ai employé cette notion de police créole au sens grec, si vous voulez, parce que Saint-Louis m'a fait penser aux cités grecques. Vous savez, les cités grecques, c'était des cités qui avaient une certaine autonomie, qui faisaient du commerce, où il y avait des familles aisées, et il y avait aussi un fond d'esclaves. Il y a quelque chose qui ressemble à Saint-Louis, j'appelais ça une cité-État, on pourrait dire ça aussi bien. Et en effet, il y avait une sorte d'État qui s'est fabriqué, un petit État, si vous voulez, avec les créoles. Et ça, c'est ce siècle et demi qui se déroule et que je trouve à lui seul passionnant. Donc il faudrait écrire presque un livre uniquement sur cette période-là. Si vous voulez. Alors, bien sûr, beaucoup de gens en traitent, mais je pense qu'il faut creuser davantage cette histoire-là en tant que telle. La deuxième strate est plus courte, elle est passionnante aussi. C'est celle qui va de 1816 à 1848 en gros. Alors là, ça commence par une tragédie, parce que vous savez, la Restauration, après la chute de Napoléon, alors pendant la période napoléonienne, les Anglais ont occupé Saint-Louis, c'était la deuxième fois. Ils l'avaient occupé au moment de la guerre de 7 ans.
Et là, les Français, d'accord avec les Anglais, ont le droit de récupérer Saint-Louis. Donc ils récupèrent Saint-Louis, mais ils récupèrent Saint-Louis en envoyant une armada. Donc ils envoient une flotte, et dans laquelle il y a la fameuse Méduse. Radeau de la Méduse, bien sûr, ils allaient à Saint-Louis. Et là arrivent dans les autres caravelles, autres bateaux, toute une flopée de gens. Il y avait des botanistes, des scientifiques, des prêtres, des éducateurs, des curés, etc. Enfin, un échantillon de la population française arrive. Ça, on n'avait pas vu ça avant. C'est nouveau. Et ils arrivent, bien sûr, il y a ce drame. Hein. Il y a Caillé qui est là, René Caillé, qui va ensuite remonter jusqu'à Tombouctou en se faisant passer pour un arabe. Vous voyez, il y a plein d'histoires qui se créent. Et là, ce qui est intéressant dans cette période des années, disons, 1816, 1825, 30, c'est que ceux qui vont arriver, aux grandes dames d'ailleurs des créoles, qui trouvaient qu'ils se mêlaient de ce qu'ils ne regardaient pas trop, au lieu de se tourner vers l'océan, ils vont se tourner vers la terre. Et là, ils vont commencer à se dire, les environs de Saint-Louis, c'est intéressant. D'autant plus qu'on vit à une époque où l'abolition de l'esclavage est en vigueur. Les Anglais, l'élite, etc. Et donc on fait des essais. On essaye de différentes plantes, l'arachide entre autres, des plantes médicinales, etc. Et le fameux Richard, c'est lui qui a laissé son nom, Richard Toll. En wolof, Toll, ça veut dire jardin. Donc, on a là une sorte de précolonisation qui se fait jour, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'intérieur du Sénégal à ce moment-là. Et en 1848, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le premier député, c'est la Révolution en France. Vous voyez que notre histoire de France martèle l'histoire de Saint-Louis, puisqu'en 1848, Saint-Louis a droit à un député. C'est l'ancêtre de M. Valentin qui est élu député à ce moment-là. Vous voyez, en 1848, il y a un député qui part en France. Ensuite arrive une troisième strate. C'est la strate qui va disons, de la période de Fédère que j'ai évoquée, hein, donc Fédère qui est nommé par l'Empire, le deuxième Empire, Napoléon III, et qui va réaménager Saint-Louis, qui va faire toute une série de choses ici, mais surtout qui va être celui qui va conquérir le Sénégal. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Faidherbe, à lui seul, à Saint-Louis, invente quasiment tout de la colonisation française. Il le fait à Saint-Louis. C'est-à-dire tout ce qui va se produire ailleurs. Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, eh bien, ça surgit de la façon dont Faidherbe va faire les choses. C'est-à-dire que les commandants de cercle, c'est lui, les spahis, c'est lui, etc., etc. Donc, il imagine comment la colonisation de l'Afrique va se faire et il met en place toute une série de choses lui-même. Et puis, il invente un drôle de personnage qui est assez unique du côté des Européens colonisateurs. Il invente l'administrateur ethnographe. C'est-à-dire que Faidherbe n'est pas seulement un homme d'action qui va lutter contre Cheikh Omar Tall et d'autres marabouts, il va étudier les populations environnantes. Il va apprendre les langues, etc. Autrement dit, il s'intéresse au monde qui l'entoure. Il s'intéresse à l'islam. Il est d'ailleurs un ancien du bureau arabe en Algérie. Donc il s'intéresse à l'islam et il mêle un peu l'islamophile. Il nomme un cadi. Le fameux nom du bateau, à chaque fois que j'oublie le nom de notre ami Bancal, c'est le fameux interprète musulman de Faidherbe. Donc on a là à Saint-Louis des choses qui se
passe qui sont très intéressantes du point de vue des colonisateurs eux-mêmes. Je ne parle pas de mon point de vue à moi. En 1872, alors que la Troisième République naît, entre-temps, il y a eu des retours, etc. Vous voyez, on martèle au début de l'histoire. On décide de faire de Saint-Louis une commune de plein exercice. Alors, il n'y a pas que Saint-Louis, il y a Gorée aussi, il y a Rufisque, et puis il y a le petit Dakar, qui est à peine existant à l'époque. Mais à l'époque, c'est Saint-Louis qui est le haut lieu. Et Saint-Louis devient une commune de plein exercice. Ça veut dire que tous les habitants de Saint-Louis, qu'ils soient blancs, ou créoles, ou noirs, pour dire les choses clairement, sont citoyens français. Alors, vous voyez, à peine la colonisation française a lieu en Afrique. Elle instaure quoi ailleurs en Afrique? Le régime de l'indigénat. Ailleurs en Afrique. Le régime de l'indigénat, c'est tout l'inverse. Le régime de l'indigénat, c'est-à-dire qu'un indigène a des devoirs et pas de droits. Ça, bon. Par contre, à Saint-Louis, dans les 4 communes, les gens sont des citoyens, à part entière. Et c'est ce qu'on a appelé l'assimilation politique. Et donc, on a là, alors, c'est une aberration, parce que si vous voulez, d'autres, quand par la suite, d'autres administrateurs viendront, ils diront, mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fabriqué avec ça? Et il était trop tard, parce que tout le mouvement avait déjà été fait. Donc, on a donc, avec Saint-Louis, une sorte d'exception dans le régime colonial de la France. Saint-Louis est une ville exceptionnelle. Saint-Louis va devenir, pendant très peu de temps, la capitale de l'AOF. Ça va durer, je crois, de 1895 à 1902. Saint-Louis, capitale de l'Afrique occidentale française. Et puis après, jusqu'en 1957, elle sera capitale de la Mauritanie et du Sénégal. Et en 60, elle cesse d'être capitale du Sénégal, puisque c'est Dakar qui donne. Alors là commence une nouvelle strate, de strate, je dirais, celle où on va dire de Saint-Louis que c'est le déclin, la belle endormie, tous ces mots qui ont été prononcés, c'est-à-dire que, et c'est la blessure de cette ville qui a eu toute cette histoire que je viens d'évoquer avec toutes ces strates, tout d'un coup, Senghor, en l'occurrence, décide que ce ne sera pas Saint-Louis qui continuera à être la capitale du Sénégal, mais que c'est Dakar. Donc ça a été une blessure narcissique, si vous voulez, très forte, puisque pendant longtemps, les Saint-Louisiens s'estimaient légitimement, d'abord, c'était eux qui étaient des citoyens, mais français. Et tout d'un coup, ils ne sont plus citoyens français, ils ne sont plus au centre, ils perdent sur les deux tableaux, si vous voulez. Ils perdent sur les deux tableaux lourds. Et la blessure a été lourde et elle reste là. D'accord. Si vous parlez avec des Saint-Louisiens, je l'ai fait quand même 20 fois, je peux vous dire que cette histoire est très chaude. Et Senghor, de ce point de vue-là, n'était pas aimé, d'une certaine façon, par beaucoup de Saint-Louisiens à cause de ça. Même si Senghor était lui-même quelqu'un qui avait des rapports avec Saint-Louis. C'est un intellectuel, comme beaucoup de Saint-Louisiens qui l'étaient. Alors, j'ai quand même oublié de dire une chose dans la strate qui va jusqu'à en 1960. Une chose très importante, c'est que Saint-Louis a été la matrice intellectuelle et politique de ce pays. C'est-à-dire que non seulement tous les hommes politiques importants, sauf Senghor, précisément, sont sortis, si vous voulez, de Saint-Louis. Et les intellectuels aussi, Birago Diop, Alioune Diop, etc. Donc, et bien sûr, c'était là où il y avait le lycée Faidherbe, des collèges, etc. Mais véritablement une sorte de foyer, j'appelle ça une matrice intellectuelle et politique tout à fait importante. Lamine Gueye, par exemple, était un personnage tout à fait important, puisque lui-même a été dans le début du XXe siècle. Il a été parmi les jeunes, le mouvement des jeunes sénégalais, comme on les appelait. Eh bien, c'est un mouvement qui a, d'une certaine façon, relayé les créoles pour dire je suis un Saint-Louisien, mais je revendique aussi le fait d'être un noir, en quelque sorte.
Il était avocat, grand intellectuel, franc-maçon, parce que toute cette histoire, on en parlera, ça compte beaucoup, la franc-maçonnerie aussi, dans tout ça. Bien que Saint-Louis soit catholique, par ailleurs, une chrétienté très forte. Et bien sûr, tout ça a créé probablement beaucoup de disputes à l'intérieur. En tout cas, ville de ce village très important. Donc, une matrice intellectuelle et politique qui perd son monopole, son magistère en 1960. Et donc, ça a été catastrophique. Et donc, après, on voit bien, dans les... Moi, je sais, je viens en 1975 à Saint-Louis, la première fois. Saint-Louis est un peu tristounet. Vous voyez, c'est pas... J'avais pas du tout à l'idée que j'allais écrire un livre sur cette ville à l'époque, hein, pas du tout, mais c'était pas du tout... c'était le passé, c'était le passé. Et puis, et c'est là où je vais renouer avec l'histoire du mouridisme, si vous me permettez. Et Madi Kiwad, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un personnage tout à fait intéressant. Il se trouve que Saint-Louis a aussi accueilli un parti, le Parti africain d'indépendance, avec son fondateur Majmoud Diop, Saint-Louisien, 1957. Le PAI était un parti communiste, indépendantiste, dur, lié à la Troisième Internationale. Et en 1960, donc au moment même où on débaptise Saint-Louis, donc au moment d'indépendance, le PAI à Saint-Louis compte bien prendre la mairie. Mais Senghor et le parti de Senghor, le parti socialiste de Senghor, ne veut pas du tout que le pays prenne la mairie de Saint-Louis. Donc il y a du traficotage, il y a des bagarres. Saint-Louis est le théâtre de bagarres très fortes. Et le pays est battu, et Majmoud Diop est arrêté, ainsi que mon ami Madi Kiwad, qui était membre du PAI aussi, un des fondateurs du PAI à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le PAI, qui était un parti africain d'indépendance, il n'y avait même pas le nom Sénégal dans ce parti. C'était un parti qui se voulait panafricain. Mais en même temps, quand on le regarde de près, il est étroitement lié à Saint-Louis, très ancré dans l'histoire de cette ville. Et d'une certaine façon, des gens comme Majmoud Diop ont été d'autant plus hostiles à Senghor que leur capitale a été débaptisée. Donc il y a un rapport étroit entre les deux choses. Les années passent et Madi Kiwad, donc j'en viens à lui, qui était donc un membre du pays tout à fait important. Vous voyez, quand on retrace sa vie, il nous explique comment il a été pendant un an à Cuba, comment il a été en Tchécoslovaquie, comment il est allé à Moscou dans les années 60. Il était surveillé, évidemment. Et puis à un moment donné, au sein du pays, ça ne va plus entre Majmoud Diop et Madi Kiwad. Et à ce moment-là, Madi Kiwad, qui n'était pas mouride du tout, des petites Jeanne, je crois, de sa famille, se convertit au mouridisme. Et il va faire son djebelou, comme on dit, il va à Touba, et puis il rencontre un marabout, et il fait sa conversion. Bon, donc il devient, lui qui n'était pas athée, mais enfin qui était matérialiste, historique, dialectique, comme on disait quand on était marxiste. Il avait délaissé l'islam. Et là, il rentre, il apprend l'arabe, le Coran, tout ça, il devient même très très savant. Mais il décide, en 1976, donc quelques années plus tard, de commémorer un événement qui s'était déroulé en 1895, c'est-à-dire l'arrestation du fameux Cheikh Amadou Bamba, qui était un personnage qui, pour les autorités coloniales de l'époque, était dangereux. Parce que tout simplement, il avait fait des disciples, il était éliminé, etc.
Et donc les autorités coloniales de l'époque se méfiaient. Et le 5 septembre 1895, et il est pas condamné à mort, comme d'autres, ailleurs, mais il est envoyé au Gabon, où il va passer 7 ans. Mais s'il rentre au pays au bout de 7 ans, c'est que beaucoup d'acteurs de Saint-Louis ont milité pour le retour. Et en particulier, un célèbre personnage qui a été député aussi, un métis, François Carpeau, puis Blaise Diagne aussi, un autre personnage clé, sont intervenus pour que Cheikh Ahmadou Bamba soit libéré et revienne donc, ici. Donc à partir de ce moment-là, il y a une success story, on pourrait dire. La Mouridia n'a pas cessé de grandir. Et le plus gros succès de la Mouridia, c'est Touba. Si vous allez à Touba, vous avez une ville, c'est pas marqué ville, hein, c'est marqué communauté rurale. Mais ça fait 5 ou 600 000 habitants. C'est la deuxième agglomération du pays. Donc, vous voyez, Touba, ce n'est pas rien. Donc, on a là un phénomène qui s'est déroulé en quelques décennies. Donc, Madi Kouad a décidé de s'emparer de l'anniversaire de la condamnation de Cheikh Ahmadou Bamba pour faire un acte de commémoration. Il le fait en 1976. Et donc c'est récent, c'est pas très vieux. Au début, ils sont un petit groupe. Mais en fait, ce sont ses copains du PAI, la plupart. Il faut une section de commémoration, et donc ils manifestent le jour du 5 septembre dans la rue, ils vont à la grande mosquée, etc. Au début, ils sont même matraqués, parce que Senghor, lui, Senghor, il ne voulait pas commémorer cet événement-là, ça ne lui plaisait pas. Mais d'année en année, il a du monde autour de lui, et ça gagne de l'importance, jusqu'au moment où Abdou Diouf autorise. Donc c'est lui qui autorise les deux rakas, qui ne vont cesser de grandir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, on voit, ça correspond de 1976 à maintenant, si vous voulez, à la montée en puissance des Mourides. Puisque pendant toute cette période, le monde mouride a grossi lui-même. Touba a grandi. À Saint-Louis, les Mourides sont assez nombreux. Si vous vous promenez dans les quartiers, à Gendar, etc., vous voyez les portraits de Cheikh Ahmadou Bamba et de Cheikh Ibra Fall sur les murs, etc. Il n'y a pas que, évidemment, mais il y a du monde. Et donc, pour Madi Kouad, en quelque sorte, ce qui était intéressant, c'est que d'une part, il reconnaissait dans le mouridisme ce qu'il rêvait pour le Sénégal, c'est une sorte de développement auto-centré. C'est-à-dire quelque chose où c'est nous-mêmes qui avons fait les choses, indépendamment des colons. Même si on a fait l'arachide, qui a été un des éléments de l'accumulation mouride, ils ont diversifié dans les transports, artisanat, etc., dans les migrations ensuite. Et vous savez bien que les Mourides sont partout dans le monde. On en trouve aujourd'hui, ça va de la Chine aux États-Unis. Et donc pour lui, pour Madi Kouad, c'était une sorte de... Il reconnaissait là ce que lui rêvait pour le pays. D'ailleurs, il dit c'est le socialisme à propos des Mourides. Donc, il y avait là quelque chose de tout à fait étonnant. Et donc, il a su mobiliser dans Saint-Louis, à travers cet événement, qui a lieu bien sûr qu'une fois par an, mais qui est quand même un événement très intéressant, puisque, comme je l'ai dit, je reviens à mon premier choc quand je suis venu, c'est de voir sur la place Faidherbe deux portraits de Cheikh Ahmadou Bamba immenses, de Cheikh Ibra Fall, et puis pour les plus durs des Mourides, l'idée que peut-être il serait temps non seulement de débaptiser certaines rues, comme ils l'ont fait, mais aussi, par exemple, de débaptiser la place Faidherbe et de la transformer en place Cheikh Ahmadou Bamba. Ou bien, pourquoi pas même que Saint-Louis, qui est quand même un nom très chrétien, le moins qu'on puisse dire, unique, pas d'équivalent, un nom musulman.
pourquoi pas qu'on lui donne son vieux nom de Ndar. Beaucoup de gens disent, hein, Ndar. Donc, ça, c'est une tendance. Pas tous les bourrides qui pensent ça. Donc, il y a là, autrement dit, une mémoire particulière hein, de mouride de la ville, récente, mais qui met en rapport, je dirais, d'un côté, la vieille ville de Saint-Louis, vieille ville, et la nouvelle ville, Touba. Ce qui est très intéressant, d'un point de vue comme ça, intellectuel, c'est de voir la rencontre entre d'un côté cette vieille ville de 3 siècles et la nouvelle, Touba, très différentes, rien à voir l'une avec l'autre, et qui se rencontrent en quelque sorte dans un moment qui est les deux. Il y a marqué Touba partout. Et je trouve ça particulièrement intéressant pour comprendre ce pays dans sa totalité. Puisque Saint-Louis, c'est une histoire longue, hein, et Touba, c'est une histoire courte. Mais aujourd'hui, on sait bien l'importance des mourides dans la vie de ce pays. On le sait, on le savait à l'époque de Ouage, on le sent bien. C'est peut-être un peu moins maintenant, mais enfin, ils sont lourds hein, aujourd'hui dans la vie économique, politique de ce pays. Et donc, on a à travers ces deux villes une histoire longue de ce pays. C'est-à-dire une histoire qui remonte au XVIIe siècle jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que je les mets toutes les deux en regard, en quelque sorte. Il faudrait faire presque, je dirais, un livre sur Saint-Louis, un livre sur Touba. D'ailleurs, il y a déjà un livre sur Touba. Et pour les mettre en rapport, et d'ailleurs, il y a toute une histoire qui se raconte autour de Saint-Louis, qui depuis longtemps déjà était sous le signe de Touba. Et il y a des réinterprétations symboliques. On dit que Cheikh Ibra Fall, vous savez, celui qui a fondé les Baye Fall, était à Saint-Louis, il avait des intérêts ici, donc autrement dit, c'était un Saint-Louisien. Donc il y a une façon de mouridiser la vie, en quelque sorte. Et par des petites choses comme ça, symboliques, et d'ailleurs, si vous visitez la ville, il y a des tas de lieux, il y en a 5 ou 6, des lieux de culte. Le Cheikh Amadou Bamba, il y a le plus connu, il est très beau du reste, c'est un splendide arbre, où on voit Cheikh Amadou Bamba avec un lion peint, c'est un arbre peint, gros arbre. C'est l'endroit où, après son procès, on l'a mis, et on raconte que, bien sûr, c'est le merveilleux qu'on raconte autour de Cheikh Amadou Bamba. Pour le garder, on lui a mis un lion. Et bien sûr, le lion, au lieu de le bouffer, bien sûr, Cheikh Amadou Bamba a apprivoisé le lion, l'a domestiqué, etc. Donc on voit sur cet arbre, on voit Cheikh Amadou Bamba avec un chien qui est comme un chien, avec un lion qui est comme un chien. Donc il y a d'autres lieux, hein, il y a d'autres lieux où il a été, et qui sont des lieux où il y a des rituels qui se font chaque année, où il y a des prières, où il y a la baraka qui est particulièrement forte, etc. Et il y en a 4 ou 5 à Saint-Louis qui sont des véritables lieux de mémoire particuliers. Donc voilà, je pourrais m'étendre encore un peu plus. J'ai été court, j'ai oublié des choses que je voulais dire autour de Saint-Louis, en particulier autour de personnages que j'évoque, mais que j'ai oublié au passage. Mais il y en a un qui hors du sujet, rien à voir avec Cheikh Amadou Bamba, mais qui pour moi me fascine énormément. C'est le boxeur Battling Siki, grand boxeur, qui a une histoire extravagante. Heureusement qu'il y a eu un historien américain pour en faire l'histoire. Il faut que les Américains le fassent, vous voyez, c'est ça le truc. Donc, il y a un bouquin très complet sur ce personnage. Battling Siki, qui s'appelle aussi Louis Fall, je crois, de son vrai nom. Malik Fall. Voilà. Et qui est un jeune homme qui part avec une Hollandaise au début du XXe siècle, qui se retrouve à Marseille. C'est un costaud. Il est docker, des choses comme ça. Puis tout d'un coup, il boxe. Il devient très bon avant la guerre de 14. Et puis, la guerre de 14 arrive, il s'engage immédiatement. Comme tous les bons Saint-Louisiens de l'époque, ça rigolait pas. On partait. Et il s'engage et il fait une très belle guerre. Il en sort avec un grade d'adjudant, je ne sais plus exactement, de décoration. Et il reprend
la boxe. Et alors, il s'est passé des choses extraordinaires, c'est qu'il y a eu des contestations. On a dit qu'il avait triché, je ne sais pas. Mais il a récupéré son titre, on lui a enlevé son titre, il l'a récupéré, mais il y en a un qui l'a défendu. À la Chambre des députés, c'était Blaise Diagne. Blaise Diagne, qui était un député, le premier député dont je n'ai pas parlé, personnage important, nous sommes dans la rue, Blaise Diagne, ici, qui a été le premier député venant de Saint-Louis, puisqu'il était député de oui, il venait de Gorée, mais il a fait toutes ses études à Saint-Louis, et donc il était. Voilà. Et donc, Saint-Louis, député, et il prend la défense de Battinsky à la Chambre en 1920 quelques. Et cette histoire, qui connaît cette histoire-là? Je veux dire, c'est quand même étonnant. Alors, il y a des Américains, Hemingway, dans Le Soleil se lève aussi, s'en est inspiré. Oui, donc il faut aller aux États-Unis pour s'apercevoir que cette histoire-là, parce que c'est pas fini, il devient champion du monde, après il part aux États-Unis. Il part aux États-Unis avec une autre femme, une Hollandaise, c'est pas la même, qui se marie. Il est assassiné dans une rue de New York. Donc c'est une histoire, c'est un roman, évidemment, c'est une histoire folle. Or, personnage étonnant, qui devrait être bien sûr à la fois chez nous en France, puisqu'il a été champion de France et champion du monde, il a été les deux. On pourrait au moins avoir ça en tête, mais y compris ici, donc bien s'en trouve, hein, on la trouve au cimetière, hein. Je peux pas compléter. Comment? Je peux compléter un peu. Mais bien sûr. Non, c'est-à-dire que c'est intéressant l'affaire de Battinsky parce que quand j'étais gosse ici, il y avait un champion de France de poids moyen qui était dans l'armée française ici et qui avait ouvert un club à Bokumbai et qui s'appelait le club Battinsky. Et bon, moi, comme beaucoup de gosses, on est allé apprendre à boxer là-bas. Moi, j'étais un des petits, donc on m'a tellement frappé que j'ai vite quitté le club. Mais en fait, disons qu'on était fasciné par Battinsky. Et il se trouve que, personnellement, j'ai fait une carrière aux États-Unis pendant quelques années, enfin nombreuses années. Et là-bas, j'avais un ami qui s'appelle Mandiman, qui est le représentant de France 2 à New York. Et avec lui, on a essayé, donc, et on a réussi à obtenir l'autorisation de ramener l'épée mortelle de Battinsky à Saint-Louis. C'est lui qui l'a fait. Mais bon, moi j'ai donné les billets d'avion, tout ce qui concernait le fret, le transport. Bon, avec d'autres amis, disons, de la mission sénégalaise en New York, et surtout avec les patrons de la WBC qui étaient ici, mais il y a aussi des choses parfois bizarres, etc. Donc il y a tout un imaginaire de cette ville qui se prête énormément à la littérature ou à la peinture. Enfin. Et donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui des tas de gens viennent ici pour travailler, des artistes, pour écrire, etc. Je crois que cette ville a aussi ça en elle, c'est-à-dire une espèce de capacité, on ne sait plus bien si la fiction et la réalité distinguées. Vous voyez, ça s'entremet. Et donc, ça me frappe beaucoup. Et donc, il y a une sorte de mise en image de la ville qui est faite aussi bien par les films, par les aquarelles, par les peintres, que je trouve extrêmement important. Et donc, je suis sûr que Saint-Louis s'écrira encore pas mal de temps encore. Il y aura d'autres lectures, à la fois historiographie, mais aussi de la fiction. Donc Saint-Louis a un avenir, si vous voulez, grâce à tout ce passé. On voit bien la question du patrimoine aujourd'hui, qui est quand même une question centrale, hein, puisqu'il y a des villes patrimonialisées par l'UNESCO. Alors bien sûr, c'est compliqué. Il y a le patrimoine matériel, les bâtiments, etc., mais il y a le patrimoine immatériel qui est peut-être plus intéressant encore, et où on voit bien comment, avec ça, on peut tracer l'avenir. Et moi, je trouve, depuis une dizaine d'années que je viens ici, quand je suis arrivé, à part les deux racailles qui faisaient beaucoup de bruit, évidemment, mais autrement, je trouvais que c'était quand même un peu
un peu endormi encore. Il me semble ça redémarre un petit peu. Voilà, il y a des choses qui se passent ici. Peut-être que le contexte du pays s'y prête davantage, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que sur ce passé riche, en quelque sorte, elle peut s'appuyer pour tracer son propre avenir. Voilà. Peut-être qu'on peut donner la parole à M. Brigaud pour compléter, donner votre point de vue. Je connais l'histoire, mais c'est pas. Disons que c'est une succession d'anecdotes.